Mon entrée dans le monde du transport routier n'était pas vraiment intentionnelle. Enfant, je ne m'imaginais jamais conduire un semi-remorque à travers le pays. Mais la vie a ses petits tours dans son sac. Mon père tenait un petit garage automobile. Et même si je passais de nombreuses soirées à l'aider à réparer de vieilles voitures, mes rêves étaient davantage tournés vers la création d'entreprises que vers le volant. Pourtant, l'huile et les engrenages m'ont marqué, et avant même de m'en rendre compte, j'étais attiré par la route. Après le lycée, j'ai décroché un emploi dans la logistique dans un entrepôt. J'ai vu des camions aller et venir, leurs chauffeurs partageant des histoires de liberté, d'aventure et de défis. Ce travail a planté la graine, et peu après, j'ai franchi le pas et obtenu mon permis de conduire. La route m'appelait, m'offrant l'opportunité d'explorer non seulement le pays, mais aussi mes propres limites. Au fil des ans, j'ai économisé chaque centime, travaillé chaque kilomètre et rêvé de posséder le camion qui ferait enfin de moi mon propre patron. L'énorme semi-remorque a gémi tandis que je manœuvrais prudemment pour me garer. Je me suis arrêté juste devant l'atelier pour que Ted, le mécanicien chevronné, puisse le vérifier avant qu'il ne reprenne la route. Contrairement à la plupart des chauffeurs de Master Over the Road Trucking Service, je ne possède pas encore mon propre véhicule. Mais ça va bientôt changer. Après des années d'économie, je suis enfin prêt à acheter le camion Kenworth dont j'ai toujours rêvé. Je m'appelle Charles Bennett, mais tout le monde m'appelle Chase. Je déteste les surnoms comme Chuck, Chaz, Charlie ou CB. J'ignore tout simplement ceux qui essaient de les utiliser. Ma mère a commencé à m'appeler Chase quand j'avais 5 ans parce que je courais toujours après quelque chose. Mon père, mon frère, les coups de cœur de l'école ou les chiens errants. Ce nom m'est resté, et maintenant c'est tout simplement qui je suis. J'ai tiré les rideaux de la cabine couchette pour prévenir mon compagnon de voyage et partenaire de notre arrivée. « Eve, réveille-toi, ou je te laisse ici » ai-je crié. La silhouette, affalée sur le lit, ne bougeait pas, ses légers ronflements inchangés. Avec un sourire narquois, je pris une bouteille d'eau fraîche dans la glacière à côté de la couchette. Dévissant le bouchon, je la tins au-dessus d'elle, une lueur malicieuse dans le regard. Au moment où je m'apprêtais à verser, elle prit la parole. « Chase Bennett, sais-tu combien de molécules il y a dans une seule goutte d'eau » Sa voix était un mélange intrigant de tons, pas assez aigu pour être féminin, mais loin d'être masculin. Elle avait un ton rauque et une nuance chaleureuse. Le genre de voix qui pouvait vous vendre n'importe quoi pendant une pub de fin de soirée. Elle captait l'attention sans effort. Je ne sais pas, Evoli. Une tonne, je suppose. Je ne suis pas un scientifique. Alors comment le saurais-je? Murmurai-je, agacé, ces questions aléatoires gâchant toujours la chute. Tu devrais te renseigner, répondit-elle, sa langue gorgée de miel dégoulinant de défis. Parce que, quel que soit leur nombre, c'est le nombre de jours qu'il faudra avant que tu penses à me toucher. Si une seule goutte d'eau atterrit sur moi. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. Son corps était blotti sous les épaisses couvertures de la cabine couchette. Son visage était encadré de quelques mèches de cheveux d'un noir de jais et des taches de rousseur parsemaient sa peau pâle, ajoutant un charme discret à ses traits. À première vue, Evoli pouvait paraître ordinaire, décontractée et d'un air naturel. Mais en y regardant de plus près, sa beauté devenait indéniable, éclipsant même les plus raffinés. Peut-être que je trouverai quelqu'un d'autre, ai-je lâché aussitôt, le regrettant. Ses yeux bleus glacés s'ouvrirent brusquement, me fixant d'un regard si perçant qu'il me figea sur place. Malgré notre différence d'âge et de taille, moi à 42 ans, trapu et costaud, et elle à 24 ans, menue et mince, son regard me fit me sentir petit. « Tu as intérêt à être sérieux, » dit-elle d'un ton égal. « Parce que si c'est une de ces filles ou n'importe qui d'autre, je m'en occupe devant toi. » Evoli s'étira comme un chat, puis jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Tu es à l'heure » dit-elle en tapotant le lit. « Viens !» Son invitation était sans équivoque, et mon excitation monta rapidement lorsqu'elle retira les couvertures, se dévoilant vêtue uniquement d'une délicate lingerie en dentelle. Ses yeux pétillaient d'affection et de désir, accompagnés de son sourire si caractéristique. « Pas question, dis-je. Tu devras attendre qu'on soit à la maison. Le bus part dans 3 minutes, alors bouge-toi où tu marches. C'est probablement plus facile pour moi de marcher que pour toi. » Me taquina-t-elle, son regard se tournant vers mon excitation évidente. Elle avait raison, comme toujours. Je ne prendrai pas le risque de répéter notre dernier fiasco dans la cour, dont tout le monde parlait encore.
Je sautai à terre et commençai à décharger nos affaires des compartiments de rangement. Evoli descendit peu après, emmitouflé dans sa couverture et ses mocassins. « Chase, lâche ça, rit-elle. Je levai les yeux juste à temps pour la voir sursauter. « Rattrape-moi, cria-t-elle. Et si je manquais? Sifflai-je, la rattrapant sans effort. « Tu ne me laisserais jamais tomber, dit-elle avec assurance, son sourire s'élargissant. « Tu m'aimes trop. » J'ai dit ça, rétorquai-je. « Peut-être que j'aime juste dormir avec toi. »« Bien essayé, idiot, rétorqua-t-elle. La façon dont tu dors avec moi prouve le contraire. » Enveloppée dans sa couverture, Evoli traversa la cour d'un pas nonchalant. Je me suis dépêché de déverrouiller ma Mustang GT noire de 2006. Elle s'est installée confortablement sur le siège passager. Elle s'est reculée, la posture détendue mais posée comme elle seule pouvait le faire. Au démarrage, Evoli a légèrement bougé, le regard brûlant. Heureusement, les vitres teintées empêchaient quiconque de voir le spectacle privé qu'elle me donnait. « Je te prépare juste un peu, Chase », a-t-elle dit d'une voix sensuelle tandis que je nous conduisais hors du parking. J'ai filé vers notre petite maison de location à Virginia Park, évitant soigneusement tout accrochage avec la police. Comme d'habitude, la maison semblait inhabitée. Notre temps sur la route dépassait largement nos journées à la maison. Avant même que je puisse arrêter complètement la voiture, Evoli était sortie, toujours emmitouflée dans sa couverture, et se dirigeait vers la porte d'entrée. En fermant la portière et en me tournant vers le coffre, j'ai vu la couverture commencer à glisser. Oubliant tout le reste, je me suis précipité vers elle. Le jardin était vide, mais on ne pouvait jamais. Soyez trop prudente. Evoli avait le don de faire des bêtises. Elle n'avait aucun problème à se déshabiller dehors, complètement indifférente à la possibilité que les voisins la surveillent. Je savais pertinemment que certains d'entre eux possédaient des jumelles et des télescopes, probablement pour des moments comme celui-ci. Je la rattrapai juste au moment où la couverture touchait le sol, la remettant sur ses épaules. « Tu gâches l'ambiance », souffla-t-elle en boudant. J'ouvris rapidement la porte, la guidai à l'intérieur et la claquai derrière nous. Alors même que je regardais où elle était allée, je remarquai la couverture par terre près du salon. Quelques pas plus loin, et j'aperçus des sous-vêtements en dentelle abandonnés plus loin. « Allume le feu », appela Evoli, affalée sur le tapis en fausse peau nue devant le canapé. « Je croyais que tu l'avais déjà fait », la taquinai-je. « Enfin, celui de la cheminée, génie. »« J'ai froid », rétorqua-t-elle. J'attrapai du petit bois, en allumai quelques-uns et regardai les flammes se propager aux bûches. Satisfaite que le feu tienne, j'ai fermé les rideaux. Evoli aimerait peut-être frimer, mais l'idée ne m'enthousiasmait pas autant. « Chase, lâche tes vêtements », murmura-t-elle en rampant vers moi avec un sourire malicieux. Je commençai à déboutonner ma chemise à une allure exagérément lente, faisant semblant d'oublier comment fonctionnaient les boutons. En riant, Evoli retira mes chaussures et les lança à travers la pièce avant de retirer mes chaussettes. Elle dézippa ensuite mon jean, le tirant vers le bas avec une efficacité enjouée. Laissée dans mon boxeur Mustang préféré, je la surpris à rire doucement, comme seule une personne vraiment attentionnée pouvait le faire. Elle le fit glisser avec précaution avant de le jeter de côté, son sourire se faisant malicieux à mesure qu'elle s'approchait. « Tu te souviens de ce match de baseball auquel nous sommes allés il y a quelques semaines ?» demanda-t-elle, ses doigts traçant des motifs sur ma peau. « Ah oui, tu veux dire celui où j'ai raté la moitié du match à chasser le meilleur hot dog de Chicago, juste pour que tu croques en lui et me dises que tu aurais préféré mieux ?» Elle sourit. « Exactement. Le jeu était ennuyeux, dit-elle avec un sourire narquois. Quand j'ai dit que je voulais un hot dog, c'était sincère. » Ses gestes ne laissaient aucune place à l'erreur. Alors que je commençais à me détendre, un bourdonnement me fit sursauter. Ce n'était pas ce que je pensais. C'était mon téléphone enfoui dans mon jean. Evoli ne s'en laissa pas faire, me caressant d'une main tout en attrapant le sien de l'autre. « Si c'est une de ces filles du parking, je raccroche moi-même, » prévint-elle. Laisse tomber sur la messagerie, croit à ses jeux, espérant qu'elle obtempérerait. Au lieu de cela, avec une lueur malicieuse dans les yeux, elle répondit. « Salut, Pam. »« Oui, on est à la maison. »« Oh, j'attends, » dit-elle doucement avec un clin d'œil. Puis, tenant le téléphone en équilibre entre son oreille et son épaule, elle reprit ce qu'elle avait commencé, appréciant visiblement mon air suppliant. « Salut, Bill, » dit-elle, ignorant mon exaspération. Hochement de tête. « Oui, pour cette somme, on reviendra. » Oh, on se préparait juste à manger. Bien sûr, les gens pensent qu'on ne fait que ça, mais non,
On cuisinait juste. Bien sûr, on peut manger sur la route. On prendra une douche et on sera là dans 1 heure et demie. Au revoir. Dès la fin de l'appel, elle a jeté le téléphone et nous avons repris là où nous nous étions arrêtés. Une fois la conversation terminée, elle s'est levée, toujours en riant, et s'est précipitée vers la douche. « Evie !» lui ai-je crié. « Quoi ?» a-t-elle demandé en sortant la tête de la salle de bain d'un air innocent. « Tu sais quoi ?» ai-je grogné. « Déjà fini ?» a-t-elle taquiné de son ton enfumé. « J'imagine que l'âge te rattrape. » Sur ce, elle a disparu, son rire résonnant dans le bruit de l'eau courante. Marmonnant pour moi-même, je me suis dirigé vers la salle de bain à l'étage. Avant même que je puisse ouvrir la porte, Evoli est sortie en trombe de la salle de bain du rez-de-chaussée, les cheveux encore mouillés et le corps luisant de savon. Sans un mot, elle s'est jetée sur moi, déclenchant une nouvelle vague de passion. Plus tard, nous sommes restés allongés ensemble en silence, sa tête appuyée contre ma poitrine. Après un long silence, elle a murmuré « Je t'aime, Chase ». « Bien sûr », répondis-je avec un sourire, sachant où cela allait mener. « Betty Laroche ne pourrait jamais faire ça comme ça », ajouta-t-elle avec un sérieux fin. Elle n'appréciait guère les pierres à feu, mais la ressemblance de Betty avec elle l'agaçait toujours suffisamment pour que les choses restent amusantes. Nous prîmes une douche ensemble, chassant doucement l'excitation de la soirée avant d'enfiler des vêtements propres et de retourner à la gare de marchandises. Cette fois, nous avons pris sa voiture, car j'avais garé ma Mustang pour l'hiver, anticipant la neige des prochains jours. « Où nous envoie-t-il cette fois-ci » demandai-je en remarquant les gros sacs qu'elle avait préparés. « De la musique » répondit-elle en glissant sa main dans la mienne. « Le voyage va être long, alors j'ai préparé mes bagages pour le froid. » Dans les moments de calme, Evoli trouvait toujours le moyen de me toucher. Sa présence était une source constante de réconfort. Même lorsqu'elle mentionnait le Michigan avec désinvolture, je ressentais un picotement dans la nuque, même si j'essayais de ne pas le laisser paraître. Ce travail pourrait nous payer assez pour enfin acheter le camion dont je rêvais. Mais une partie de moi se demandait déjà si la route était toujours ce que je voulais. « Eve, tu crois qu'on va se poser un jour » demandai-je d'un ton sérieux. « Pas avant que tu sois prête » répondit-elle en enfilant ses lunettes de soleil et en me lançant un sourire. « Comment saurai-je quand je serai prête » insistai-je. « Je te le ferai savoir » dit-elle en me prenant la main et en me conduisant vers la porte. De retour dans la cour, nous nous diriguâmes directement vers le bureau. Bill salua Evoli d'une accolade et me serra fermement la main. « Voilà le truc. Bonne et mauvaise nouvelle, commença Bill. Le voyage est long. Tu seras sur la route pendant Thanksgiving, mais tu paies presque le double du tarif normal. C'est suffisant pour que tu puisses enfin dénicher ce camp Worth dont tu parles. Quelle est la mauvaise nouvelle » demanda Evoli d'un ton sérieux. « Eh bien, c'est le fait d'être loin de chez soi pendant les vacances, » dit Bill. « C'est pour ça que le salaire est si bon. Je ne voulais pas envoyer l'un des gars avec une famille. Je suis sa famille, » dit Evoli fermement. « Et de toute façon, je ne sais pas cuisiner. Pas sur un fourneau, en tout cas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il m'aime, » ajouta-t-elle avec un sourire enjoué. « On se sent aussi bien sur la route que partout ailleurs, alors ne t'inquiète pas. Où va la salle » gloussa Bill. « Elle est bien. Tu n'as même pas besoin de décharger quoi que ce soit. Des meubles et du matériel médical pour la maison de retraite Shadiacre, dans le Michigan. On se croirait dans cette vieille série où les riches partaient à la campagne. C'est Greenacre, corrigea Evoli en riant, prenant les documents que Bill lui tendit. Ils étaient tellement absorbés par leur plaisanterie qu'ils ne remarquèrent pas que j'étais figé sur place, le regard vide fixé sur la table. « Qu'est-ce qui ne va pas, Chase » demanda Evoli en se retournant pour me regarder. « Je crois que je sais » intervint Bill avec un sourire narquois. Il réalise juste qu'une fois qu'il aura l'argent pour le camion, il n'aura plus d'excuses pour remettre à plus tard son mariage. « On ne se marie pas » dit Evoli d'une voix calme et ferme. « Pourquoi pas » demanda Bill. « Eh bien, pour commencer, Chase ne m'a pas invité, répondit-elle doucement. Et puis, on n'est pas comme ça. » Ces mots jetèrent une ombre sur la bonne humeur qui régnait dans la pièce. L'atmosphère, déjà tendue par l'évocation de la maison de retraite, devint plus pesante. « Comment ça? Pas comme ça » insista Bill. « On est juste amis et partenaires d'affaires, » dit Evoli. « Je pense que les gens se font une fausse idée de nous. Notre amitié a certains avantages. Mais c'est tout » éclata Bill de rire, s'effondrant presque sur le canapé du bureau. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle » demanda Evoli en fronçant les sourcils. « As-tu déjà voyagé avec d'autres camionneurs » demanda Bill en essayant d'étouffer son rire.
Bien sûr que non, rétorqua-t-elle, offensée par le sous-entendu. Laissez-moi vous dire que n'importe lequel d'entre eux, marié ou non, sauterait sur l'occasion. Avantages sociaux ou pas. Bon sang, je dépoussiérerais mon vieux permis et risquerais la colère de ma femme juste pour cette opportunité. Est-ce que Chase te paie au moins? Non, pas vraiment, admis Evoli. Alors pourquoi montes-tu avec lui? Demanda Bill, sincèrement curieux. Avant qu'Evoli ne puisse répondre, Bill se tourna vers moi. Chase, tu me dis qu'elle te suit juste pour le paysage? Aide-t-elle à décharger, guide-t-elle quand le GPS ne fonctionne pas, ou cède-t-elle sa place dans le taxi à une de ces filles qui t'ont donné cette réputation? Et ces rumeurs sur ses bagarres avec les serveuses, c'est impossible. Hein? Il n'attendit pas ma réponse. Vous mangez ensemble, dormez ensemble et finissez pratiquement les phrases de l'autre. Appelez ça comme vous voulez, mais de toute évidence, vous êtes déjà mariés. Acceptez-le. Sur ce, il nous congédia. Maintenant, filez d'ici et direction Détroit. Nous avons chargé un grand cargo à suspension pneumatique, un luxe comparé à notre camion habituel. Après avoir fait le plein de snacks et de boissons, nous avons planifié nos arrêts grâce aux recommandations de restaurants du GPS. En quittant la cour, Evoli s'est penchée, m'a embrassé sur la joue et est allée se coucher, sentant que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Elle se reposait par intermittence, se réveillant de temps en temps pour me tenir compagnie quand la nuit tombait et que j'avais besoin d'une paire d'yeux supplémentaires sur la route. T'es un peu chat ou quoi? Tu ne fais que dormir? Ai-je taquiné une fois sur l'autoroute, brisant le silence. Elle a souri, sachant que c'était ma façon de reprendre la conversation après mon humeur pensive. Nous étions ensemble depuis assez longtemps pour qu'elle sache quand j'avais quelque chose en tête. Chase, je ne veux pas te contrarier, a-t-elle dit d'un ton léger. Mais il s'est passé quelque chose pendant qu'on était à la maison. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ai-je demandé, perplexe. On est resté là 3 heures ensemble. C'est exactement ça, sourit-elle. Le grand méchant a eu raison de moi. Maintenant, je suis tellement fatigué que j'en ai des fourmillements. Tu crois qu'il va pouvoir y retourner? Demandai-je en jouant le jeu. Je ne sais pas, dit-elle d'une voix taquine. Mais je l'espère, parce que j'ai vraiment aimé. Sur ce, elle m'embrassa de nouveau, son affection me tirant de mes pensées tandis que nous continuions notre route. Maison de retraite Shadiacre. Malcolm Martin, 72 ans, guidait Brad Stevens, le nouveau venu, dans Shadiacre avec une aisance éprouvée. Malcolm était fier de faire découvrir le vaste établissement aux nouveaux résidents, leur montrant les caractéristiques utiles et leur donnant des conseils pour rendre leur séjour plus agréable. Bien que résident lui-même et non employé, Malcolm avait assumé des responsabilités officieuses qui, autrement, auraient pu être négligées. Affectueusement surnommé le maire de Shadiacre, il apportait un esprit de communauté à l'endroit. Malgré ses 80 ans, l'énergie de Brad impressionnait Malcolm lors de la visite du parc et du bâtiment. Malcolm garda la dernière étape pour la fin. Ce qui était autrefois le point culminant de la tournée, mais qui était devenu la partie la plus difficile des 3 dernières années. Il savait que commencer par là aurait pu faire fuir Brad. Ils arrivèrent devant une grande porte en bois imposante marquée d'une plaque indiquant « Directeur ». Sous le titre, un espace vide indiquait l'emplacement d'une plaque signalétique. Malcolm n'attendit pas d'invitation. Il tourna la poignée et poussa la porte, une habitude d'une époque où la porte n'était jamais fermée. Dans le spacieux bureau, une femme se tenait immobile près de la fenêtre, le regard fixé au dehors. Lorsqu'ils entrèrent, elle se tourna lentement vers eux. Son expression était vide, dénuée de toute émotion. Autrefois, elle avait pu être frappante, mais maintenant son attitude ressemblait à celle d'un automate sans vie. Malcolm s'y était habitué, mais Brad se sentait mal à l'aise, comme si elle était un fantôme sous forme humaine. Il se força à ignorer l'étrangeté et à observer ses traits. La femme, présentée comme Anne, la réalisatrice de Shadiacre, avait des cheveux blonds mi-longs lui tombant juste en dessous des épaules, des yeux gris pâles et une peau si claire qu'elle semblait immaculée par le soleil. Sa silhouette, bien que toujours séduisante, s'était légèrement adoucie avec le temps. Cependant, c'est sa posture qui frappa Brad. Ses épaules voûtées et son regard baissé semblaient porter le poids d'un fardeau invisible. Brad Stevens, voici Anne, la réalisatrice de Shadiacre, dit Malcolm. Co-réalisatrice, corrigea Anne sèchement, la voix s'assombrissant tandis qu'elle lui tendait une main fragile et froide. Enchanté de vous rencontrer, madame, répondit Brad en lui serrant la main avec précaution.
L'échange prit fin brusquement lorsqu'Anne se tourna vers la fenêtre et que Malcolm fit sortir Brad de la pièce. Une fois la porte fermée, Brad se frotta les mains. « BR, murmura-t-il. Elle est encore comme de la glace. Elle a du potentiel. J'aimerais bien la réchauffer. » Malcolm ricana bruyamment. Il y a quelques années, Anne était la flamme la plus brillante ici. C'était la femme la plus douce et la plus magnifique qu'on puisse imaginer. Mince, vibrante, pleine de vie. Cet endroit bourdonnait grâce à elle. Que s'est-il passé? Demanda Brad, curieux. Une tragédie personnelle atténuait sa lumière. Malcolm dit d'un ton plus doux. Elle n'est plus la même depuis. Pendant ce temps, au bureau, le téléphone fixe d'Anne sonna, affichant un numéro interne à 3 chiffres. Elle soupira avant de répondre. « Bonjour, dit-elle d'un ton las. Anne, nous manquons de tables et de chaises pour Thanksgiving. Le laboratoire a besoin de fournitures et l'équipe de paysagistes dit qu'elle ne peut pas gérer la neige qui arrive mercredi. Que devons-nous faire? Demanda une voix à l'autre bout du fil, pressante. Tout a été commandé, répondit Anne d'un ton neutre. Le camion arrivera mercredi matin. Vous aurez le temps de vous installer et l'équipe s'occupera de la neige. Je vous enverrai l'email de confirmation si nécessaire. Elle raccrocha et retourna à sa veillée à la fenêtre. Son chemisier blanc immaculé et sa jupe grise la faisaient ressembler à une statue solennelle. En conduisant, j'entendis Evoli remuer dans le compartiment couchette, suivi d'un léger bâillement. Je l'imaginais ranger soigneusement son iPad, probablement sur le point de se déshabiller pour plus de confort. Très bien que, une main surgit, déposant un minuscule sous-vêtement noir sur mon épaule. Voilà de quoi t'occuper l'esprit pendant que tu conduis, me taquina-t-elle. Et n'essaie même pas de mettre ta musique country pendant que j'essaie de dormir. Trouve-moi du Taylor Swift, ai-je souri. Vivre avec quelqu'un de plus jeune que la plupart de mes garde-robes avait ses bizarreries. Ses goûts musicaux n'étaient pas exactement les miens. Tandis que ses ronflements légers emplissaient le taxi, j'ai parcouru la radio à la recherche d'une chanson pour accompagner la route. Je suis tombé sur un air familier que je savais qu'elle n'apprécierait pas. Baissant le volume, je me suis laissé envahir par la mélancolie des paroles. La voix mélancolique de la chanteuse, associée à une cascade de guitare, était comme un baume, ravivant des émotions que je n'avais pas perçues depuis des années. Les larmes me montaient aux yeux tandis que je conduisais, la chanson m'enveloppant d'une nostalgie douce amère. Soudain, la voix enfumée d'Evoli interrompit l'instant. « Chase, arrête ce bruit. Personne n'est mort, pas besoin de marche funèbre. Si tu tiens absolument à écouter ces conneries, passe-les à l'envers pour pouvoir récupérer ton chien, ton camion et ta maison. » Je secouai la tête, riant malgré moi lorsqu'elle ajouta « Trouve quelque chose de rythmé, pour l'amour du ciel. » Malgré ma déception, je souris, sachant qu'Evoli ne me laisserait jamais m'attarder sur ma tristesse bien longtemps. Elle avait le don de me remonter le moral, quelle que soit la situation. Même si je le disais rarement, j'espérais qu'elle comprenait à quel point je l'aimais de tout mon cœur et de toute mon âme. Je résolus de me concentrer sur le positif plutôt que de m'inquiéter de ce qui pourrait ne pas arriver. Ma priorité était désormais de terminer ce transport et d'acheter enfin mon propre camion. Evoli et moi pourrions continuer à travailler pour Bill, mais posséder notre camion nous éviterait des frais de location exorbitants pour utiliser le sien. Bien sûr, nous devrions payer les réparations nous-mêmes si le camion tombait en panne, mais l'augmentation de nos revenus nous permettrait peut-être même de nous installer un jour. Je n'arrivais pas à croire que j'envisageais cette idée après ce qui s'était passé la dernière fois. Evoli m'appelait souvent son sauveur, mais en vérité, elle m'a sauvé plus de fois que je ne pouvais compter en ronflant doucement dans la cabine couchette. Je me suis souvenu de notre première rencontre. J'étais sur le point de quitter un parking à Wichita lorsqu'une petite silhouette a traversé ma route. 2 silhouettes plus grandes la poursuivaient. Sans hésiter, j'ai sauté de la cabine et j'ai fait ce que je fais le mieux, les poursuivre. Je les ai rattrapés juste au moment où la plus petite trébuchait. Avant que les poursuivants n'atteignent leur cible, je les ai attrapés tous les deux par le col et les ai arrachés. Debout entre eux et la silhouette plus petite, je serrai les poings. J'étais plus grand que les 2 hommes et prêt à affronter tout ce qu'ils me feraient subir. Le premier leva les mains, menaçant. Sa posture trahissait un entraînement aux arts martiaux, ce qui me mit immédiatement sur les nerfs. Le deuxième homme semblait moins confiant, se remettant de sa chute, mais me jaugeant clairement. Je décidai d'agir vite. Je suis 3e dan, commença le premier, mais je ne le laissai pas finir. Utilisant ma taille et ma force, je chargeai sur lui, le projetant au sol. Une fois à terre,
je lui portai un coup de poing à la mâchoire, le faisant perdre connaissance. Les adversaires plus petits et plus rapides étaient toujours plus faciles à gérer lorsqu'ils étaient allongés sur le dos. Je l'avais appris à mes dépens lorsqu'un type bien plus petit avait porté un coup de pied tournoyant sous ma surveillance. Plus jamais, pensai-je en me tournant vers le deuxième homme, seulement pour le voir de dos alors qu'il s'enfuyait, laissant son ami derrière lui. « Tu ferais mieux de courir, lâche !» hurla la petite silhouette encapuchonnée à côté de moi. Je me retournai pour retourner à mon camion quand j'entendis une voix enfumée derrière moi. « Merci, mon grand, » dit-elle. Je ris et continuai à marcher. En démarrant le camion, j'aperçus la silhouette encapuchonnée qui se tenait au bord de l'autoroute et qui me regardait tandis que la neige commençait à tomber. Elle me fit un signe de pouce tandis que je démarrais. « Super !» murmurai-je. Elle semblait se diriger dans la direction opposée, alors je me suis dit que je pouvais continuer sans réfléchir. Mais en accélérant, le capot s'est replié, révélant une cascade de cheveux noirs et des yeux bleus saisissants. Avant même de m'en rendre compte, j'ai arrêté le camion. « Je savais que tu ne me laisserais pas tomber » cria-t-elle par la fenêtre. « Où vas-tu » demandai-je d'un ton bourru. « Les grands espaces » dit-elle d'un ton enjoué. « Eh bien, je vais à Little Rock » répondis-je. « Désolé. »« Oh, j'ai toujours rêvé de voir Little Rock » dit-elle avec un sourire. « C'est la ville de mes rêves, et elle est pile sur la route du Wyoming. »« Monte dans le camion » ai-je lancé, exaspéré. Elle était si petite que j'ai dû me pencher pour l'aider à monter dans la cabine. Une fois assise, j'ai immédiatement compris qu'elle n'était pas une simple autostoppeuse. « Alors, où vas-tu vraiment » demandai-je. « Je te l'ai dit. Wyoming. Mais si Little Rock est tout ce que tu peux faire, tant mieux, monsieur Grinchet. Elle a dit que Wyoming est au nord-ouest. Little Rock est au sud-est. Tu vas dans la direction opposée, lui ai-je fait remarquer. Alors, on prend la route panoramique, a-t-elle dit nonchalamment, comme si nous étions de vieux compagnons de route. Quel âge as-tu ai-je demandé avant de démarrer le camion. 22 ans, a-t-elle rétorqué. Pourquoi es-tu flic? As-tu besoin de voir ma carte d'identité? Bien sûr que si, ai-je rétorqué. Elle a sorti son permis de conduire de son sac à dos, révélant son nom. Evelyn Sanders. Effectivement, elle avait 22 ans. Pendant que je conduisais, elle s'est adossée à son siège, son sac à dos par terre. Après un moment de silence, elle l'a interrompu par une question. Ai-je un écriteau sur le front qui dit « S'il vous plaît, parlez-moi ». Elle m'a raconté qu'elle déménageait d'un endroit à l'autre depuis près d'un an, enchaînant les petits boulots comme serveuse dans des relais routiers pour gagner assez pour son prochain déménagement. Elle m'a expliqué comment son argent avait filé. Elle s'est retrouvée à l'écart, la laissant vulnérable face aux deux hommes qui lui avaient promis de la nourriture. « Je ne suis pas stupide », a-t-elle dit de sa voix rauque, mais captivante. Je leur ai demandé directement ce que je devais faire pour cette nourriture. Ils ont parlé d'équilibre, du fait qu'ils avaient de l'argent et moi pas, alors ils partageraient. Puis j'ai compris que leur idée de l'équilibre, c'était que je partage quelque chose que j'avais et qu'ils n'avaient pas. Elle m'a jeté un coup d'œil comme pour évaluer ma réaction. Je me suis concentré sur la route pour éviter de croiser son regard. Elle a ri doucement avant de se caler dans son siège. « Comment le savais-tu » a-t-elle demandé après une pause. « Et maintenant » ai-je répondu. « Comment savais-tu que j'avais un A » a-t-elle taquiné. « On ne le voyait pas sous ma veste, mais c'est vraiment un A. C'était il y a 2 ans et nous n'avons jamais regretté. Le début a été difficile, rempli de problèmes de confiance que nous avons tous les deux dû surmonter. Evoli est née de sa fuite d'une famille violente, tandis que la mienne est née d'une vie de méfiance envers tout le monde, surtout envers les femmes. Dès le début, elle m'a fait confiance dans une certaine mesure, mais il a fallu des semaines pour que cela passe. Près d'un mois s'est écoulé avant que je cesse de lui demander si elle voulait qu'on se sépare à la prochaine ville. Cette question a déclenché notre première vraie dispute. Elle a commencé de façon assez innocente. Nous transportions un chargement de papier vers le Wyoming. En approchant de la frontière, je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit lors de notre première rencontre et j'ai décidé d'engager la conversation. « Y a-t-il un endroit précis où vous voulez que je vous dépose dans le Wyoming » ai-je demandé. « Je peux aller où vous voulez » a-t-elle répondu doucement. J'ai jeté un coup d'œil, et pour la première fois depuis que nous voyagions ensemble, je l'ai vue pleurer. La culpabilité m'a submergé. J'ai laissé tomber le sujet et je n'en ai plus reparlé. Lors de notre arrêt dans le Wyoming, j'ai remarqué qu'elle avait sorti son sac à dos du camion, ce qu'elle ne faisait que lorsqu'il y avait une laverie à proximité. Méfiante, je l'ai vue parler à un homme corpulent qui lui adressa un sourire étrange.
Lorsqu'il l'a prise dans ses bras, je l'ai vu sursauter, laisser tomber ce que je déchargeais. Je me suis dirigé droit vers eux et les ai interceptés avant qu'ils ne montent dans sa voiture. Si vous ne la lâchez pas, vous le regretterez, ai-je grogné en le fusillant du regard. Et elle est venue me voir, a-t-il protesté. Si vous ne voulez pas que votre fille voyage avec moi, dites-le moi. Je ne suis pas sa fille, a dit Evoli avec un sourire narquois. Je suis sa petite amie. Mais apparemment, il essaie de me larguer. L'homme est rapidement monté dans sa voiture et parti. Dès qu'il a été parti, Evoli s'est retourné vers moi, furieux. Si vous tenez tant à vous débarrasser de moi, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé partir? A-t-elle craqué. Vous disiez vouloir aller dans le Wyoming, et nous voilà. J'ai répliqué. Eh bien, félicitations. Vous avez fait votre bonne action. Je vais partir maintenant pour que tu n'aies plus à te soucier de moi, a-t-elle rétorqué. Est-ce que j'ai déjà dit que tu étais un fardeau? Ai-je demandé. Un agent de la police d'État s'est approché de nous en plein milieu de la scène. Il y a un problème ici? A-t-il demandé. Non, agent, ai-je répondu rapidement. Bien sûr qu'il y en a un, s'est exclamé Evoli. Il a volé ma voiture, a soupiré l'agent. Bon, montre-moi une pièce d'identité. Nous avons tous les deux remis nos permis de conduire. Il les a examinés puis s'est adressé à moi. Vous avez 40 ans, monsieur, et elle 21. Je sais que c'est dur, mais parfois, il faut laisser ses enfants prendre leurs propres décisions. Elle est adulte et peut aller où elle veut. Et, jeune fille, écoute ton père. Il se soucie visiblement de toi. Sur ce, il nous a rendu nos cartes d'identité et est parti, nous rappelant de parler avec modération au cas où des enfants seraient à proximité. Evoli et moi sommes restés silencieux une minute avant qu'elle ne demande enfin. Pourquoi? Tu l'as arrêté? Parce qu'il était bizarre et qu'il te regardait comme un repas, répondis-je. Et parce que tu ne voulais pas vraiment l'accompagner. J'ai vu ton sursaut quand il t'a serré dans ses bras. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu essaies de te débarrasser de moi depuis le début? Rétorqua-t-elle. Si tu es si déterminé à équilibrer la balance, d'accord. Je rentre en stop. Remonte dans le camion, dis-je fermement. Je te dirai quand il sera temps pour toi de partir. Ah bon? La défia-t-elle. Oui, répondis-je, égalant son défi. Eh bien, papa, dit-elle en riant. Tu as un problème. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en esquissant un sourire. J'ai pas mal de A. Pourquoi tu continues à en parler? Me taquina-t-elle. Pendant un mois, je n'ai plus parlé de son derrière. Les choses se sont calmées à mesure que nous nous habituions l'un à l'autre et que nous commencions même à flirter. Evoli s'assurait toujours d'être couverte de la tête aux pieds à chaque arrêt, une chose qu'elle avait probablement apprise en voyageant seule pour éviter d'attirer l'attention. Environ 4 mois après le début de notre voyage, nous nous sommes arrêtés dans un restaurant à Tucson. J'étais ami de longue date avec une serveuse, Sarah, qui a couru me saluer dès mon arrivée. Elle m'a serré dans ses bras, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé ce que je voulais manger au moment même où Evoli s'asseyait à notre table. La tension était immédiate. « Chase, tu ne m'avais pas dit que tu avais une fille ?» demanda Sarah, essayant de reconstituer les faits. « Chase, je ne savais pas que tu aimais les femmes plus âgées, » rétorqua Evoli. « Je ne suis pas sa fille, pas plus que tu n'es sa grand-mère. Tu embrasses tous les hommes ici ou seulement les miens. » Evoli, calme-toi, dis-je rapidement. Sarah est une vieille amie. Mangeons et reprenons la route. D'accord. Sarah, visiblement secouée, partit passer commande. Eve s'est excusée aux toilettes, mais m'a demandé de choisir une chanson sur le jukebox avant son départ. Lequel? J'ai demandé, confus car nous n'avions jamais discuté de la musique. Choisissez simplement quelque chose que je voudrais, dit-elle. Vous devez commencer à comprendre ce que j'aime. Alors que j'approchais du jukebox, ne savant toujours pas quoi choisir, Sarah est venue derrière moi et a placé une main sur mon épaule, la laissant glisser dans mon dos. J'ai à peine eu le temps de traiter le geste avant que le chaos n'éclate. Verre brisé, cris et tout. Eve est sortie de la chambre de la dame, tout comme Sarah plaça sa main sur mon dos et sans hésitation, elle a attrapé la première chose à portée de main, une clé laissée sur une table voisine par un autre client. Elle le lança au jukebox, manquant la tête de Sarah à quelques centimètres et a pris d'assaut vers nous avec une fureur dans les yeux. Bien que Sarah l'emporte sur Eve par un bon 20 kilos, la colère d'Eve était formidable. Je l'ai interceptée, l'attrapant par la taille et la guidant vers le camion. Après l'avoir apaisée, je suis retourné au restaurant pour récupérer notre nourriture et payer le propriétaire pour le verre de jukebox cassé. Nous ne revenons jamais à ce dépotoir, a déclaré Eve en ramenant le camion sur la route.
Mais la nourriture est géniale, répondis-je, essayant de diffuser sa colère. La prochaine fois que cette femme vous touche, je vais jeter plus qu'une clé. A-t-elle claqué, prenant le sac de nourriture et le jetant par la fenêtre. Puis, de façon inattendue, elle a placé sa main sur la mienne alors que je changeais de vitesse. C'était le premier contact physique que j'avais eu avec une autre personne depuis près d'un an, et il a cimenté le lien croissant entre nous. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose se passait entre nous. Ces mots antérieurs à Sarah ont fait écho dans mon esprit. Embrassez-vous tous les hommes ici, ou simplement les miens? Quand je me suis demandé, j'étais devenu le sien. Je suis désolé. Chase, a dit doucement Eve, sa main toujours sur la mienne. Ce n'est pas la fin du monde, ai-je répondu. Mais maintenant, nous vivrons sur des jetons pour les 200 mètres suivants. Même après ce moment animé, il a pris plus d'un an avant de devenir intime. Nous avons passé des mois à partager la couchette de dormeur sans franchir cette ligne. Le tournant est survenu lors d'une tempête de neige en Ohio lorsque les fermetures de route nous ont forcés à nous arrêter. Avec rien à faire, nous avons joué à des jeux vidéo et écouté de la musique avant de décider de faire une sieste pour préparer un long trajet une fois que les routes ont rouvert. Nous allons côte à côte dans le dormeur. J'étais en jean et une chemise en flanelle, et Eve portait un pantalon de survêtement et un t-shirt. Le camion était chaleureux et confortable, notre configuration habituelle pendant les longues salles. Je me suis dérivé dans un rêve où quelqu'un me léchait doucement le cou, seulement pour me réveiller et réaliser que ce n'était pas un rêve. Eve avait perdu son pull et était à côté de moi dans ses sous-vêtements et t-shirts, me léchant doucement le cou. En remuant, elle m'a embrassé légèrement et a commencé à déboutonner mon pantalon. « Eve, commençai-je, incertain de quoi dire. « SHH, murmura-t-elle. Ne gâche pas ça. » Elle a glissé mon pantalon et mes boxeurs et a grimpé sur moi, m'embrassant profondément. Elle a glissé de ses minuscules sous-vêtements. Et à ce moment-là, nous sommes devenus plus que de simples compagnons. À 40 ans, je pensais que j'avais tout vécu. Mais rien comparé à ce que j'ai ressenti avec Eve. Le temps semblait rester immobile alors que la charrue de neige allait et passait inaperçue, dégageant les routes sur des kilomètres. Plus tard, Bill m'a informé que le bâtiment où nous étions censés livrer a été fermé en raison de la tempête. Avec les routes claires, nous nous sommes enregistrés dans un hôtel pour prendre une douche et pour la première fois partager un lit. Après sa douche, Eve s'est assise à côté de moi, enveloppée dans une serviette. Elle m'a embrassé tendrement et a dit « C'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. » Je ne sais pas comment réagir, je suis resté silencieux. Plus tard, nous avons visité un centre commercial où je l'ai laissé choisir tout ce qu'elle aimait. Alors que nous quittions un magasin, Eve s'est arrêtée brusquement, disant à la vendeuse derrière le comptoir de se retenir. « Je sais ce que vous essayez de faire, a-t-elle dit en me regardant. Je n'ai pas besoin de tout ça. » Riant, j'ai répondu. « Eve, je n'essaie pas de me débarrasser de toi. »« Oh, alors c'est encore pire » s'est-elle exclamée. « Vous m'avez déjà offert un cadeau ce matin, et maintenant vous essayez de le remplacer par des vêtements et des ordures. » Confus, j'ai demandé « De quoi parlez-vous » La vendeuse, intriguée, a demandé « Que vous a-t-il donné ce matin ?» Souriant, Eve a tapoté ma cuisse et a dit « Il m'a donné ça. » Envoyez la femme en rire. Et maintenant, il essaie de le remplacer. Les mois se sont transformés en années et les kilomètres s'additionnent. Nous venions de traverser le Michigan quand Eve est sortie du dormeur et dans le siège passager. « Merde, Chase, dit-elle avec une simulation d'irritation. À cause de toi, j'ai raté 2 États entiers. Eh bien, passez-les sur le chemin du retour, répondis-je, amusé. Eve était en mission personnelle pour marquer chaque État avec une rencontre mémorable entre nous. Chaque fois que nous avons traversé un territoire inexploré, nous nous sommes assurés de le baptiser. Une aventure partagée que nous avons tous les deux appréciée plus que nous ne l'admettons. Si nous nous arrêtons maintenant, nous allons probablement être enneigés à nouveau, je lui ai dit. Votre anniversaire est encore dans quelques mois. Nous allons probablement être en retard de toute façon, a-t-elle dit, regardant par la fenêtre à la neige qui tombe. Nous avons environ 75 milles à faire, et ça commence déjà. Eve était juste sur la marque, et un peu plus de 2 heures plus tard, nous avons traversé les portes des acres ombragés. J'ai manœuvré le camion à travers le terrain jusqu'au quai de chargement derrière le bâtiment principal. Tirer la bande-annonce en position me faisait sentir la seconde nature, bien qu'Eve ait semblé impressionné. « Mec, tu es le meilleur conducteur que nous ayons jamais eu ici », a appelé une voix en me garant. « Vous avez soutenu cette chose comme un pro. »
Laissez-moi attraper l'équipage pour vous décharger. Eve s'étenda et sauta du camion. Allons-nous sortir et tirer nos jambes? Elle a demandé. Tu peux si tu veux, répondis-je. Je vais rester ici, jouer à des jeux sur votre iPad et peut-être vérifier mon email. J'étais mal à l'aise. La neige tombait plus fort et plus c'était en route, 6 à 8 dans un autre par ma supposition. J'ai écouté l'équipage déverrouiller les portes de la bande-annonce et commencer à décharger. Peu de temps après, Eve est revenue, brossant la neige de ses cheveux. « Venez, chérie, dit-elle. Ils déchargent le camion, mais ils utilisent des prises de palettes. Nous allons être ici pendant au moins quelques heures. » À contre-cœur, je suis descendu. Mon instinct se tordit alors que je me tenais près du camion, se préparant pour le moment où j'ai redouté depuis que Bill m'a donné cette mission. Et Trucker a appelé une voix familière, une voix que je n'avais pas entendue depuis près de 3 ans. Les routes ferment. Le réalisateur voulait que j'offre une chambre pour la nuit. Pas besoin de précipiter l'équipage. Nous allons bien, dis-je tourbillonnant. Chase, ne soyez pas impoli, a réprimandé Eve. Bien sûr, prenez une place. Abaissant sa voix, a-t-elle ajouté avec un sourire espiègle. Chase, nous n'avons pas utilisé cet hôtel dans le Michigan. Cet endroit est aussi grand qu'un hôtel. Peut-être que nous devrions étirer plus que nos jambes. Malcolm, debout à proximité, a senti quelque chose d'inhabituel et s'est approché, mais je lui ai eu le dos. « Tu es adorable, dit-il à Eve, lui prenant la main. Les mots m'ont envoyé sur le bord. J'ai fermé la distance en un instant, le claquant dans le mur. Gardez vos mains hors d'elle, mâle grognageux. Entendant l'agitation, 2 gardes ont couru. Je les ai regardés, mais je n'ai pas destiné mon emprise sur Malcolm. Chase, mon pote, tu me fais du mal. Malcolm halta. Je ne suis pas aussi jeune qu'avant. Chase, chérie, laissez-le partir, a plaidé Eve. Il voulait juste me serrer la main. Il est inoffensif. Laissez-le partir, ordonna l'un des gardes, son ton instable. Ou bien doit appeler la police. J'ai souri. Vous n'êtes pas armé. Pas de bâton, pas d'outils. Vous pensez que les $750 de l'heure que vous gagnez en valent la peine. Le garde a hésité avant de se tourner vers son partenaire. Va chercher Anne, a-t-il dit. En entendant son nom, j'ai libéré Malcolm et je suis reculé. Evie, montez dans le camion, aboyez-je. Nous déclencherons la bande-annonce et reviendrons demain. Chase, les routes sont trop dangereuses, protesta Malcolm, se frottant le cou. Je l'ai ignoré et je me suis déplacé vers le camion. J'étais si proche. Juste quelques étapes de plus et je serais en sécurité dans la cabine, loin de tout ce que je voulais éviter. Eve a suivi mon exemple, même si elle ne comprenait clairement pas ce qui se passait. Si je disais de monter dans le camion, elle est entrée. Quelques instants plus tard, Anne Bennett est apparue au quai, alertée par les gardes. Il était rare pour elle de réagir fortement à quoi que ce soit ces jours-ci. Beaucoup croient qu'elle avait perdu la volonté de s'en soucier. Mais la mention du danger pour Malcolm, un homme qu'elle connaissait depuis des années, a remué quelque chose en elle. Anne et Malcolm ont eu une longue histoire, remontant à l'époque où ils ont travaillé sans relâche pour faire des acres ombragés un paradis pour ses résidents. Voyant un grand homme qui se profile sur la plateforme, Anne s'est approchée avec prudence. Mais alors qu'elle se rapprochait, la reconnaissance se mettait. « Cela ne peut pas être » s'exclama-t-elle, sa voix tremblante. « Chase !» Elle a couru vers moi, ses émotions traversant les années de détachement. Mais avant qu'elle ne puisse me joindre, Eve entra sur son chemin, levant une main. « Attends, grand-mère, comment tu sais, Chase? Qui est cette petite fille ?» demanda Anne, ses yeux se rétrécissant. « La même petite fille qui vous frappera à plat si vous m'appelez à nouveau. » Eve a riposté. Anne a essayé de passer devant elle, mais Eve l'a bloquée à chaque tour. Frustrée, Anne s'est tournée vers moi. « Chase, pourquoi avez-vous blessé Malcolm? Il était comme un père pour vous. Pourquoi vous avez-vous quitté? Où étiez-vous? » Je la regardai froidement. Exactement, claquai-je. Quel genre de père était-il? Je n'étais pas sur le point de le laisser toucher Eve avec ses mains sales. Ce n'est pas parce que ma dernière femme était un menteur de tricherie. Ma voix se leva à chaque mot, faisant écho à la nuit enneigée. L'agitation avait attiré une foule d'employés et de résidents, dont beaucoup m'ont reconnu immédiatement. Leurs expressions allaient du choc à l'incrédulité, comme si j'avais ressuscité de la tombe. « Peut-être que nous devrions prendre cela dans un endroit plus privé » a suggéré Malcolm. « Vous avez besoin de parler. Il ne va nulle part seul avec ce vieux gamin, » siffla Eve, le regardant. « Chase, intervint Anne, sa voix tendue.
La neige descend dure et les routes ne seront pas dégagées avant le matin. Son esprit tournait, concentré uniquement sur ma réapparition soudaine. Elle ne se souciait pas de la raison pour laquelle j'étais parti, où j'étais allé ou ce que j'avais fait. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que j'étais ici, et elle ne me laisserait pas repartir sans combat. J'étais son mari, l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie d'adulte. Elle n'était pas sur le point de me laisser partir. Pas à cette femme aux cheveux noirs debout à côté de moi. Pourquoi ne préparons-nous pas les chambres pour vous et votre ami? En a offert. Une chambre et une fille? Eve claqua, la coupant. De quoi parlez-vous? Demanda Anne, restreignant ses yeux. Vous avez dit des chambres, grand-mère Moses, Eve a riposté. Nous n'en avons besoin qu'un, et je ne suis pas son ami. Eh bien, je suis peut-être son ami mental parce que nous avons beaucoup Zach, mais je suis sa petite amie. Qui diable êtes-vous? Je suis sa femme, rétorqua fortement Anne. La pièce se tait. Eve a gelé, clairement stupéfait. Je suis resté rigide, ma colère bouillonnant sous la surface. Malcolm avait l'air complètement déconcerté tandis qu'Anne semblait déterminée à reconstituer l'histoire de mon départ et à trouver un moyen de me garder là-bas. 1 heure plus tard, nous étions assis dans la pièce que Anne nous avait attribuée. Malcolm et moi nous sommes affrontés à travers une table tandis qu'Anne était si près de moi, il était clair qu'elle testait les limites. Elle ne m'avait pas encore touché, mais c'était inévitable. Sa détermination à se reconnecter était palpable et je me suis préparé pour les retombées. Je me suis levé et je me suis approché de l'endroit où Eve était nerveuse. Plaçant mes mains sur ses épaules, je l'ai guidée pour m'asseoir sur le lit. « Eve, ne soyez pas nerveux, dis-je doucement. J'avais peur de venir ici, mais maintenant que nous sommes ici, nous pouvons gérer cela et passer à autre chose. Mais je ne veux pas passer sans toi, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Eve, tout ira bien, lui a assuré. Nous aurions dû rester dans le camion. Si nous l'avions fait, nous aurions pu attendre la neige comme toujours. Y aura-t-il une prochaine fois? Demanda-t-elle, attrapant ma main dans la sienne et la tenant fermement. Avant de pouvoir répondre, il y a eu un coup à la porte. Une femme plus âgée est entrée avec une tablette. Ses cheveux bruns grisonnants encadraient un visage aimable et son sourire rayonnait de chaleur. Elle s'approcha, prenant les mains d'Yves et d'Eve, et nous a ramenés à la table. « Je suis Bertha Msekini », elle se présenta elle. « Je suis psychiatre. Anne m'a demandé de médier cette discussion pour garder les choses positives. Quelqu'un s'oppose-t-il à ma présence? Pourquoi avons-nous même cette réunion? Demanda Eve, croisant les bras. Pourquoi ne pas simplement décharger le camion pour que nous puissions partir? Mieux encore, nous attendrons dans le camion et vous pourrez frapper lorsque vous aurez terminé. Ensuite, nous allons sortir d'ici. Je comprends votre frustration, Miss Bertha dit calmement. Mais certains d'entre nous ont des questions qui ont besoin de réponses. Avec la neige qui s'accumule, aucun de nous ne va nulle part ce soir. Commençons par quelque chose de simple, Monsieur Bennett. Je conseille votre femme depuis des années. Sa dépression provient de votre départ inattendu. Souhaitez-vous en parler? Non, dis-je catégoriquement. C'est fini. C'était de la merde de toute façon. De quoi parlez-vous? S'exclama Anne, sa voix s'élevant. Vous êtes parti sans un mot. Nous étions heureux. Je t'aimais plus que tout, et je sais que tu m'aimais. Comment osez-vous appeler ça de la merde? Vous pensez probablement que parce que j'étais stupide alors, je suis toujours stupide maintenant. J'ai cassé. Ce n'est peut-être pas le meilleur point de départ. Bertha intervient. Essayons autre chose. Chase, vous et Malcolm étiez très proches. Pourquoi l'avez-vous attaqué aujourd'hui? C'était de sa faute, dis-je tourbillonnant. Qu'a-t-il fait? Terre opprimée. Il m'a mal interprété. Peu importe, j'ai répondu avec dédain. Je vous pardonne, dit Malcolm doucement, tendant sa main à moi. J'ai regardé sa main tendue comme s'il s'agissait d'un rat mort. Je n'ai pas besoin de votre pardon, grognai-je. Tu es celui qui a foiré. Vous auriez dû rester loin d'Eve. Bertha soupira. Prenons une approche différente. Anne, pourquoi ne partagez-vous pas ce dont vous vous souvenez de votre temps avec Chase? Quelqu'un s'oppose-t-il? Je me fiche de ce qu'elle dit, a dit Eve, sa voix froide. Mais ne l'appelez pas son mari. Chase et moi étions heureux. Anne commença, son regard se dirigeant vers Eve. Après 8 ans de mariage, j'ai eu l'occasion. J'avais obtenu mon diplôme en gestion des soins de santé et j'étais fatigué de travailler dans les hôpitaux. Quand on m'a proposé le poste de gestionnaire chez Shady Acre, je voulais le prendre. Cela me permettrait d'avoir un impact direct sur la vie des gens. Mais pour accepter le travail, j'avais besoin du soutien de Chase.
Nous devions déplacer des États et je craignais qu'il ne veuille pas déraciner sa vie. À ma grande surprise, il m'a pleinement soutenu. Il a même commencé à travailler ici avec moi en sachant que nous n'avions pas assez de personnel. Cet endroit est devenu notre vie. Anne a poursuivi. Les résidents sont devenus notre famille élargie. Chase a géré les opérations quotidiennes pendant que je gérais des soins aux patients. Nous étions une grande équipe. C'était comme chaque jour que notre amour devenait plus fort. Il n'y avait rien que je ne ferais pas pour lui. Il a prouvé à maintes reprises qu'il ferait n'importe quoi pour me rendre heureux. La voix d'Ève a brisé le silence tendu. Restez fort, dit-elle assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Peu importe la merde qu'elle déborde, ne vous laissez pas vous arriver. Elle remarqua les escaliers et sourit. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu pouvais m'entendre. Anne s'éclaircit la gorge et commença. Un jour, Chase a disparu. Pas d'avertissement, pas d'argument. Il m'a embrassé au revoir. A dit qu'il allait ramasser quelque chose dont j'avais besoin et je ne suis jamais revenu. Au début, nous craignions un accident, mais son camion était stationné par la porte et sa Mustang avait disparu. Ses vêtements étaient toujours là. C'était juste une poursuite et la voiture qui a disparu. Des larmes coulaient sur son visage et elle ne pouvait pas continuer. Malcolm a ramassé l'histoire. Anne a changé pendant la nuit après le départ de Chase. Cela ne l'a pas seulement affecté. Cela nous a tous affectés. Nous étions comme une famille et l'une des parties les plus importantes de cette famille avait disparu. Nous avons essayé de soutenir Anne, mais elle est devenue une coquille d'elle-même, distante et détachée. Avant qu'elle ait ce cadeau pour faire en sorte que les gens se sentent mieux, éclaircissant des vies d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Chase était comme le fils que nous n'avons jamais eu, et ensemble, ils étaient le couple parfait. Quand il a disparu, cela lui a brisé le cœur. Nous avons cherché des mois, a poursuivi Malcolm. Mais il n'y avait pas de piste. Tout le monde pensait que Chase serait entré dans la gestion d'entreprise, pas le camionnage. Bertha, observant ma réaction, a demandé « Voulez-vous ajouter quelque chose ?» Je me penchai en arrière, secouant la tête avec un faible rire. Ils vous ont donné la version du manuel, mais ont laissé de côté les parties importantes. Oui, j'ai déménagé ici pour Anne, j'ai abandonné mon travail et j'ai soutenu ses rêves. Je crois que nous nous aimions et que nous avons passé une vie merveilleuse, mais c'était tout un mensonge. Elle ne m'a jamais aimé. Si elle pense qu'elle l'a fait, elle est délirante. Vous ne trompez pas les gens que vous aimez. Anne a coupé, sa voix se brisant. Je t'aimais. Je le fais toujours. Je donnerais n'importe quoi pour vous récupérer. Je la regardai froidement. J'ai écouté votre version. Maintenant c'est mon tour. Bertha m'a encouragé à continuer. J'ai hoché la tête et j'ai commencé. Anne et moi avons travaillé pour faire de cet endroit le meilleur possible. Elle a organisé des fêtes, organisé des voyages et a tout fait pour égayer la vie des gens. Je l'ai soutenue sans aucun doute, même lorsqu'elle m'a constamment envoyé des courses. Je n'y ai pas pensé beaucoup avant un jour. Je m'arrêtai, remarquant le silence dans la pièce. Ce jour-là, j'ai oublié la liste qu'elle m'a donnée. Ne voulant pas être taquiné sur ma mémoire, je me suis retourné au bureau. J'ai déménagé tranquillement, ne voulant pas que quiconque me remarque, et j'ai trouvé une ligne de résidents qui attendait devant sa porte. Curieux, j'ai regardé. Lorsque le premier homme, Claude Jenkins, est parti, un autre est entré. Claude avait toujours été amer, sauf en ce qui concerne Anne. Maintenant, j'ai compris pourquoi. La tension dans la pièce s'est approfondie. Je me suis rapproché et j'ai regardé dans la fenêtre du bureau. Elle était là, ma femme, ma soi-disant âme sœur, se pencha sur son bureau avec sa jupe randonnée, et Malcolm était celle derrière elle. Des halètements résonnaient dans la pièce. Anne a commencé à sangloter. « Je peux expliquer, balbutia-t-elle. »« Pas encore, dis-je, levant une main. J'ai presque fini. » Ensuite, Eve et moi partons. Eve se leva et m'a pris la main, sentant ma lutte pour continuer. Pendant des années, j'ai tenu cela, dis-je, ma voix serrée. J'aimais tellement Anne que j'ai fait tout ce qu'elle voulait, même les choses que je n'aimais pas, parce qu'être un peu malheureuse valait mieux que de risquer de la perdre. Je pensais que nous avions une excellente relation. Notre vie d'intimité était régulière, épanouissante, du moins j'ai pensé. Mais en voyant cette scène, j'ai réalisé que j'étais aveugle. Je m'arrêtai, exhalant profondément. Et à travers cette fenêtre, j'ai remarqué une chose de plus. Le visage d'Anne est tombé alors que je commençais à raconter les derniers détails, sans se retenir. Quand je suis passé devant le bureau ce jour-là, j'ai vu Anne se pencher sur le bureau, laissant ses hommes la voir par derrière.
Ce n'était pas seulement un. C'était comme une ligne d'entre eux, comme un train ordonné. C'était une position qu'elle ne partagerait même pas avec moi, mais maintenant je vois qu'elle l'a sauvée pour son divertissement gériatrique. Je m'arrêtai, sentant que la tension de la pièce s'épaissit. J'aurais pu entrer et crier, frapper quelqu'un ou causer une scène. Mais qu'est-ce que cela aurait résolu? Je n'allais pas frapper un tas de vieillards ou gifler Anne. Je me tenais juste là-bas en regardant. Il était évident que cela se passait depuis un certain temps. Elle les a choisis sur moi, au-dessus de nous. J'ai pris une profonde inspiration. Alors je suis parti. J'ai quitté les camions dans la salle à manger, je suis monté dans ma Mustang et je suis parti. Cette voiture n'était pas subtile, bruyante, rapide et impossible à manquer. Mais Anne n'a même pas essayé de m'arrêter. Je n'ai jamais regardé en arrière. Anne a essayé d'interrompre, mais je la coupe. J'étais en colère pendant longtemps. Pendant environ 1 an, je n'ai parlé à personne ou je ne me soucie de rien. Elle m'a tellement manqué au début, mais au fil du temps, la colère émoussée, et j'ai réalisé que je devais continuer. Finalement, j'ai commencé à voir d'autres femmes. Ruby à Memphis a été le premier. Elle ressemblait à Anne, mais plus jeune avec des actifs plus gros. Être avec elle m'a donné la fermeture dont j'avais besoin pour quitter mon mariage. Anne et Eve m'ont regardé, leurs yeux brûlants. Notre mariage n'est pas terminé, Chase. Craqua Anne. Nous pouvons travailler à travers cela. Tais-toi, grand-mère. Eve a riposté. Il en a fini avec toi. Et ne vous inquiétez pas pour Ruby. La prochaine fois que nous serons à Memphis, je vais m'occuper d'elle moi-même. Ces faux seins n'ont rien sur le mien, et au moins les miens sont réels. J'ai élevé ma voix. Puis-je finir? Eve s'assit, et Anne est devenue silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à Bertha, qui semblait toujours stupéfaite, et Malcolm, qui regardait le sol. Je n'ai jamais demandé le divorce parce que je pensais qu'Anne pourrait le faire elle-même si elle le voulait. J'ai évité le Michigan pendant un certain temps, puis j'ai arrêté de prendre des emplois à Détroit. J'ai reconstruit ma vie. Simple, mais bon. J'avais des amis à travers le pays et même une paix dans mon cœur. J'ai pensé que la solitude persistante n'était que des sentiments restants pour Anne. Les sanglots doux d'Anne ont brisé le silence. J'ai pressé. Puis j'ai rencontré Eve. Elle n'a rien à voir avec Anne. Brache, têtu, jaloux et moitié de mon âge. Nous discutons de tout. Mais d'une manière ou d'une autre, elle m'a guéri. Elle a effacé la douleur que Anne a laissée et m'a fait à nouveau entier. En regardant directement Anne, j'ai poursuivi. J'ai évité de revenir ici parce que, au fond, j'avais peur. Craignant que peu importe à quel point j'ai donné, cela ne vous a jamais suffisamment. J'ai jeté un coup d'œil à Malcolm. Quand je t'ai vu toucher Eve, j'ai cassé. Je ne m'excuserai pas. Vous savez pourquoi, mais c'est fini maintenant. C'est mon histoire. Je me suis levé. Allez, Eve. Allons-y. Alors qu'Eve se levait pour me suivre, Anne sauta devant la porte. Attendez, dit-elle, désespoir dans sa voix. Eve et moi nous sommes arrêtés, la regardant silencieusement. Bertha est restée sans voix, et Malcolm murmura à lui-même. Tu ne comprends pas, plaida Anne. Tu ne veux pas que je explique. Non, dis-je en avançant. Eve a mis une main sur mon bras. Laissez-la parler, dit-elle doucement. Nous avons déjà beaucoup entendu dire autant. Laissez-la finir pour que nous puissions tout mettre derrière nous. Eve et moi nous sommes assis. Mais avant que Anne ne puisse parler, Malcolm est tombé en panne. Je suis désolé, Chase. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'était stupide, a-t-il dit en sanglotant. Stupide? Super, répondis-je froidement. J'ai perdu mon mariage à cause de la stupidité. Anne se pencha en avant, des larmes coulant sur son visage. Chase, je t'aime. J'attendais par cette fenêtre tous les jours, en espérant que tu reviendrais. Je savais qu'un amour comme le nôtre ne pouvait pas s'estomper. Eve renifle sur ces mots, mais je suis resté silencieux pendant que Anne continuait. Peut-être que je pourrais aider. Moi, tu me pardonnes? Oui, j'ai dit après une pause. Vous êtes pardonné? Eve se hérisse, clairement furieux. Mais elle s'est assise quand je lui ai jeté un coup d'œil. Malcolm, regardant le sol, demanda tranquillement. Et moi? Mel? Nous étions amis. Croyez-vous en Dieu? J'ai demandé. Oui, je prie souvent. Je vieillis et je veux être prêt à ma mort, répondit-il. Bien, dis-je avec un sourire amer. Ensuite, j'espère que vous êtes prêt à pourrir en enfer. Ne convoitez-vous pas la femme de votre voisin, l'un des 10 commandements? Non, je ne te pardonne pas et je ne le ferai jamais. Mais cela n'a plus d'importance. J'ai continué. Venir ici m'a montré que je suis prêt à demander le divorce et à quitter le passé.
Je me suis tourné vers Anne. Anne, tu as une bonne vie ici. Nous aurions pu l'avoir ensemble, mais vous avez mis les autres devant moi. J'espère que vous trouverez quelqu'un d'autre un jour, et j'espère que vous êtes honnête avec lui. J'aimerais que nous soyons à nouveau amis, mais ça prendra temps. J'ai brièvement touché son épaule, puis j'ai quitté la pièce avec Eve. Alors que nous marchions dans le couloir, les sobs d'Anne résonnaient derrière nous, ainsi que les tentatives de Bertha et Malcolm de la réconforter. La tricherie et le mensonge ont un moyen de rattraper les gens, et Anne a enfin fait face aux conséquences. Peut-être que les intentions d'Anne ont commencé pures. Elle aurait peut-être vraiment voulu aider. Mais comme on dit, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Peut-être que je suis le mauvais pour ne pas savoir pourquoi elle l'a fait. En fin de compte, nous avons tous les deux perdu quelque chose. J'ai survécu et j'ai continué d'abord, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un gagnant là-dedans. Je suis heureux maintenant, mais j'espère vraiment le meilleur pour Anne. Revenant vers mon camion, j'ai réalisé à quel point la vie est imprévisible. Si je ne l'avais jamais découvert, nous aurions pu rester heureux ensemble. Ou j'aurais pu lui pardonner et essayer de reconstruire. Mais ce n'est pas qui je suis. L'amour pour moi nécessite la confiance et la loyauté, qui ont tous deux brisé Anne. Notre mariage a terminé le moment où elle trahit ses valeurs. Même si je voulais qu'elle revienne, je ne lui ferais plus jamais confiance, et aucun de nous ne me respecterait. Anne appartient maintenant à mon rétroviseur. Le siège à côté de moi appartient à Eve. Quelques minutes plus tard, nous étions dans le camion, le réchauffement du moteur. Eve gisait sans vêtements sur le lit au-dessus de moi, son état de confort habituel alors que la neige s'arrêtait finalement. Et, avant de vous endormir, je dois vous dire quelque chose, dis-je. Je sais déjà reniflater elle. Grand-mère a des seins plus gros que moi. C'est vrai, dis-je avec un sourire. Mais ce n'est pas ça, Eve. Je t'aime plus que quiconque ou quoi que ce soit. Une fois que je suis divorcé, tu m'épouserais. Je le savais déjà, idiot, claquait-elle. Comment pouvez-vous proposer sans anneau? Revenez quand vous êtes prêt. J'ai besoin de dormir. Eve, regardez-moi, dis-je, remarquant des larmes sur ses joues. Je ne pleure pas, elle souffla. Il y a quelque chose dans mon œil. Maintenant, allons-y pour que vous puissiez m'acheter une bague de fiançailles, vous serrez. Alors que je mettais le camion en marche, la radio a annoncé que l'avertissement de neige avait été levé et les autoroutes étaient ouvertes. J'ai traversé les stations jusqu'à ce qu'une chanson familière remplit la cabine. Cette fois, la chanson n'a pas apporté de tristesse. Le passé était enfin derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil à la route devant, laissant la musique me faire avancer.